vous avez déjà entendu beaucoup de choses. Et je me disais, mais comment je vais me situer? En essayant de répondre à vos consignes, dans le cadre de l'invitation dont je vous remercie, même si je ne sais trop comment l'évaluer, parce que j'ai apprécié que vous ayez pu penser à moi pour cet anniversaire, et en même temps, vous ne pouviez pas ne pas dire « oui, parce que c'est vous qui aviez signé, il y a 10 ans, le caractère d'institut missionné de ce centre de formation régionale ». Alors, je mesure le premier piège, jouer les anciens combattants. C'est pourquoi je vous propose quand même de nous remémorer un peu les racines, y compris de cet IFP, tel que moi-même j'ai pu le ressentir, puisque au cours de toutes ces années, 2002, 2003, 2004, qu'on a senti chargé, intense, je peux vous dire aujourd'hui que même si c'était mes excellents collègues André Blandin et Jean-Pierre Gardy qui suivaient plus particulièrement la question, j'y étais directement intéressé. Je peux même vous dire que j'ai reçu dans mon bureau des personnes ici venant dire arrêtez ça, ou au contraire poussez. Et je me disais que, en vous écoutant tout à l'heure, il me semble que vous avez su trouver l'équilibre entre l'attention aux personnes en souffrance quand on modifie complètement leur mode de vie, leurs habitudes, leur proximité, il faut bien le dire, leurs compétences déjà éprouvées, et en même temps en se disant, et j'ose le redire ici, que ce projet s'inscrivait dans le sens de l'histoire. Autre raison, sinon le sens de l'histoire, d'éviter des centres et des lieux de formation par trop dispersés, nous avons vu, dans votre exemple ici, en Nord-Pas-de-Calais, une concrétisation de ce lien pas simple à définir, formation et institution enseignement catholique. Oserais-je dire, mais ceux de ma génération me comprendront, et les plus jeunes, je l'espère, s'instruiront, nous revenons de loin en termes institution, formation. Je suis de la génération, je le redisais à la personne qui a eu la gentillesse de me conduire jusqu'ici tout à l'heure, je suis de la génération, alors voilà qui n'est pas rassurant pour quelqu'un qui prend la parole pour les 10 ans d'un centre de formation, je suis de la génération des non-formés. Ni avant d'aller faire classe, ni comme chef d'établissement, c'était les balbutiements, ni comme directeur diocésain. Bon, alors secrétaire général, il n'y en a qu'un, c'était difficile d'imaginer une formation. Encore que l'IFP du Nord-Pas-de-Calais serait capable de faire ça très bien. Je n'en doute pas. Et oui, arrivant comme directeur diocésain, je découvrais par exemple que les chefs d'établissement du premier degré, non seulement n'avaient pas de statut, non seulement étaient rémunérés, alors vraiment entre guillemets rémunérés, mais n'avaient pas de formation. J'observais que pour ce qui concerne l'enseignement spécialisé, on essayait de faire ce qu'on pouvait avec le handicap. Et je ne dis pas cela seulement parce que je suis aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, mais il a fallu, devant, disons-le, un certain vide de l'institution, que surgissent des pionniers qui ont inventé. Je pense au père Boulanger et l'école des professeurs. D'autant mieux, je vous dis que moi, je me suis retrouvé devant des élèves sans un seul quart d'heure de formation pédagogique.
j'évoquais les enfants les plus en difficulté. J'ai été marqué par une personne comme Geneviève Lagelser, qui n'avait pas attendu que l'institution mette en place des formations pour les faire. Et alors, les initiatives pouvaient venir, par exemple, pour la formation de chefs d'établissement, d'un syndicat de chefs d'établissement. Je ne donne pas de nom parce que là, je me méfie. Je vais simplement ajouter que du coup, un autre syndicat de chefs d'étudiants faisait aussi sa formation. Qu'un troisième se disait, pourquoi pas moi? Et faisait aussi sa formation. Alors on nous disait, oui, parce que nous, on est vraiment dans nos spécificités. D'accord. Et puis l'institution se disait, mais je ne peux pas laisser ça qu'aux chefs d'établissement et aux syndicats. Alors il y avait l'ISPEC, à Angers, vous vous rappelez, hein, c'est maintenant toute cette histoire. Entre nous, je peux le dire aujourd'hui, il a fallu ramer pour qu'on trouve quand même un lien assez légitime entre l'institution enseignement catholique et les lieux de décision et de responsabilité de la formation en son sein. Aujourd'hui, cela se traduit au plan national, par exemple, par l'école des cadres missionnés. Et nous avions observé que dans cette dispersion pouvaient arriver des choses un peu surprenantes. Je n'évoque pas seulement des stages vaguement, vous voyez, nommés enseignement catholique sur la relaxation psychosomatique, mais quelquefois, à lire le descriptif du stage, on se posait quelques questions. Bon, ça, c'est plus anecdotique. En revanche, quand, comme cela m'est arrivé, on entendait dans des stages de formation de chefs d'établissement, méfiez-vous du président d'OGEC, méfiez-vous de la tutelle, méfiez-vous du secrétariat général, méfiez-vous de ceci, méfiez-vous de cela. Disons-le entre nous, l'institution n'en sortait pas toujours grandie. Et d'avoir relié institution et formation fait qu'aujourd'hui, en Nord-Pas-de-Calais, personne en formation n'oserait critiquer un directeur diocésain, un secrétaire général ou une tutelle. En même temps que nous avons souhaité relier institution et formation, nous n'avons pas voulu pour autant créer l'école du parti. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? Là j'évoque un peu le PC. Bon, décidément, comme je dis, quand je ne jouerai pas les anciens combattants, je suis à la limite. Former ne veut pas dire formater. Bien sûr qu'un institut de formation, comme le vôtre, comme tous les instituts de formation dans l'enseignement catholique français, doivent avoir leur marge d'autonomie, de créativité, de recherche. Un centre doit être un lieu de stimulation des intelligences, lieu de débat, pas forcément toujours politiquement correct. Et j'imagine, et je crois beaucoup que c'est aussi le rôle des universités catholiques, même dans l'Église, de stimuler. Pour autant, la formation n'est pas libre service des fondements et des valeurs. En créant les instituts missionnés, et j'ai donc eu le grand honneur de signer votre label Institut missionné, il y a donc environ 10 ans, nous avons voulu signifier que le centre de formation s'inscrivait explicitement dans une cohérence, c'est le mot le plus important ici, dans ce lien institution-formation, s'inscrivait dans une cohérence entre les contenus de formation et une certaine anthropologie. C'est-à-dire un certain sens de la personne développé dans le projet de l'enseignement catholique depuis ses fondatrices et fondateurs. Alors, deuxième temps du propos, après ce petit parcours, pourquoi en sommes-nous arrivés après un peu de jachère
à la notion d'institut missionné, je disais un sens de la personne développé dans le projet de l'enseignement catholique depuis ses origines. Une formation pour quel projet? Dieudonné l'a dit. Je ne pourrais que reprendre. Quels que soient les niveaux de formation à l'IFP et le degré de responsabilité à laquelle sont appelées les personnes formées, il est un socle commun qui, normalement, doit irriguer toute formation. Dieudonné l'a dit, il y en a qui vont dire, oui, on l'a déjà entendu dire. J'ai cherché pendant une quarantaine d'années qu'est-ce que ça pouvait bien être le caractère propre de l'enseignement catholique. Parce que, vous le savez, ou vous ne le savez pas, la loi de Bré l'a affirmé sans qu'on l'ait défini. Ni l'État, ni l'Église. Remarquez que c'est pratique. Je vous ferai même la confidence qu'il m'est arrivé de dire en tête-à-tête à un ministre qui me disait « mais vous lancez là, dans vos assises un peu d'enseignement de philosophie en lycée professionnel à tel endroit, vous modifiez au nom de quoi? Monsieur le ministre, au nom du caractère propre. » Et comme je voyais bien qu'ils n'avaient pas eu le temps, parce qu'ils sont très pris de réfléchir à la question, bon, ne nous le cachons pas, même à l'intérieur de l'enseignement catholique, le caractère propre a eu souvent bon dos. Pourquoi? Le caractère propre. Bon. Il y en avait qui disaient lave plus blanc, mais ça c'était vraiment, je trouve, démobilisé par rapport à une notion riche. Le caractère propre de l'enseignement catholique, pour moi, c'est l'art de ne pas séparer. C'est tout. L'art de ne pas séparer, tu l'as dit. L'acte d'enseigner, de l'acte d'éduquer toute la personne et de la proposition d'un sens de l'homme, de la vie et de l'histoire. L'art de ne pas séparer la didactique d'un côté, ce qui serait justement l'éducatif de l'autre, et même, caractère propre, un zeste de pastoral. Je trouve excellente la formule, vous voyez quand même, j'ai bien conscience de tout ce que nous devons aux pionniers du Nord-Pas-de-Calais, la formule du père Paul Lamotte. Dans son guide qui n'a pas vieilli, le guide pastoral, c'est là que j'ai trouvé la meilleure définition, toute simple, de la pastorale. Il la définissait ainsi dans son ouvrage, le père Lamotte, l'art de vivre ensemble en référence à Jésus-Christ. Tout est dit de notre caractère propre. Alors, si on veut compléter un peu par rapport à la première formulation, l'art d'enseigner, l'art d'éduquer, l'art de proposer un sens en nous fondant justement sur un sens de la personne, de l'élève, de l'adulte, éclairé par l'Évangile. Je viens de condenser, mais finalement, vous savez, l'objectif des assises, et j'ai été sensible aux propos que vous avez tenus sur ces assises que nous avions lancées dans l'enseignement catholique français. Quand je les ai lancées en 2000, je pensais que ça allait nous occuper 3 ans. Ça nous a occupé 7 ans. Par parenthèse, quand je vois, c'est ce que j'ai lu en venant ici, que le Conseil national des programmes rend sa copie en disant on ne peut plus travailler, 6 mois après sa mise en place, quand je vois que des réformes de l'éducation nationale viennent se chevaucher, se remplacer, se culbuter 1 an, 2 ans après, mais écoutez, je crois que nous avons fait l'expérience dans la démarche d'assises, que si l'on veut vraiment creuser, et il s'agissait dans ces assises de creuser à la fois nos sources, notre identité, nos perspectives, ben écoutez, il nous a fallu 7 ans. Et les questions essentielles posées au cours de ces assises, vous me permettrez de le dire, je l'espère sans
sans prétention et encore moins vanité, me paraissent toujours valables pour un centre de formation et un IFP comme le vôtre. Je les rappelle. Comment penser l'établissement scolaire autrement? Tu l'as rappelé. On n'y est toujours pas. Où en sommes-nous? On a fait des progrès. Il y a eu 65 propositions pédagogiques, éducatives, innovantes, mais quand même. Où en sommes-nous des relations entre les personnes dans l'établissement? Entre nous, ne le répétez pas. Si l'enseignement catholique a un défaut, il faut bien chercher. Ou plutôt, alors pour être moins hypocrite, s'il fallait dire, mais pour vous, quel est le principal défaut de l'enseignement catholique? Ben écoutez, moi, je répondrai au fil de toute une carrière d'enseignant, de directeur de Suzanne, chef d'établissement, il y en a qui vont sourire, le décalage entre le dire et le faire. Le décalage entre la qualité généralement excellente, mais c'est vrai, là, c'est pas de l'ironie, la qualité excellente de nos chartes, de nos projets éducatifs, de nos projets d'établissement, et quand après on va gratter dans les relations entre les personnes dans l'établissement, on est rassuré, on se dit que même dans l'enseignement catholique, ce sont des humains. La troisième question, c'était, et je crois bien que celle-là, elle est permanente. Et je suis surpris que dans les assez nombreuses sollicitations qui m'arrivent encore, bientôt 7 ans après mon départ du secrétariat général, je dis plutôt non, parce qu'il faut rester discret, sauf qu'il s'agit de venir dans le Nord-Pas-de-Calais. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je ne suis plus en fonction. Je ne peux pas parler de l'actualité de l'enseignement catholique. On dit, ah non, non, on ne vous invite pas pour ça. Parlez-nous du sens. Oui, je suis. Parlez-nous du sens. Ces dernières années, on me l'a beaucoup demandé. Pas moi, sans doute. Et puis après, je dis, mais c'est quoi? Parlez-nous du regard. De ce que vous avez pu dire dans vos assises sur le regard sur l'élève. Alors, si l'on veut, dans des centres de formation, répondre à ces questions, comment penser l'établissement scolaire autrement? Comment vivre les relations entre les personnes? Comment regarder l'élève? On voit bien, en suivant du propos, les compétences à acquérir qui n'ont pas changé. Et Dieudonné Daillon les a également abordées. Pour moi, les compétences de votre IFP s'articulent autour de 3 mots. Connaissance, capacité et attitude. Connaissance, on peut passer. Il s'agit d'être professionnel. J'aimais bien rappeler cette formule, une école catholique est d'abord une école. Pour ma part, j'ai toujours eu tendance à me méfier de ceux qui se disaient tout à fait à leur place dans l'enseignement catholique parce qu'ils étaient très religieux, au sens de... Oui. Attendez, je ne suis pas contre, je ne veux pas vous choquer. Je veux dire, mes convictions de foi, ce que je pense de l'élève, du regard à porter sur lui, ne seront d'aucune portée si je ne suis pas d'abord, quelle que soit ma fonction dans l'enseignement catholique, un bon professionnel. Vous ne croyez pas? C'est cela qui donne la crédibilité à l'expression de conviction chrétienne. Connaissance. Capacité, ça a été dit aussi. Il s'agit de mettre ces connaissances acquises en formation au service d'un savoir-faire. Pour ma part, je souffrais quand j'étais directeur diocésain, mais évidemment, c'était des étudiants qui ne sortaient pas de votre institut de formation et qui disaient, c'était pas mal hein, au niveau des connaissances au CFP. Mais quand je me suis retrouvé devant une classe, je me suis senti assez démuni. Je vous parle d'il y a 15-20 ans. Je vois que ça rassure.
C'est-à-dire qu'on a toujours eu du mal, même dans l'enseignement catholique parfois, à articuler cette déformation bien française que le conceptuel ne donne pas toujours droit à l'incarnation. Et que je peux avoir appris à maîtriser les savoirs que j'aurai à transmettre sans avoir appris au préalable comment gérer un groupe classe. Connaissance, capacité, attitude. Eh oui, on ne peut que souhaiter qu'un centre de formation comme le vôtre apprenne, oui, des attitudes. Moi je dirais développer le sentiment d'appartenance. On me dit, nous vous savez, les jeunes qui arrivent, c'est plus les mêmes. Bon, on ne parlait pas des élèves, on parlait des adultes et des nouveaux professeurs, par exemple. Moi, je ne m'inquiète jamais trop, on disait à peu près la même chose du temps de Socrate. Tiens, ils ne sont plus comme nous. Sous-entendu, il me semble, modestement, qu'on était plutôt mieux. Bon, passons. Développer le sentiment d'appartenance, quels que soient les jugements que nous portons souvent à tort sur les générations qui nous succèdent. J'ai bien aimé dans vos diapos des mots comme maison, des mots comme mutualisation. Oui, sentiment d'appartenance à l'établissement et à l'institution. L'attitude, celle du regard sur l'élève, je l'évoquais. En quelques mots, regard confiant, sinon rien ne se passe, vous le savez bien, dans la relation pédagogique. Regard confiant et exigeant, qui bannit tout jugement définitif, y compris qui le bannit sur un bulletin trimestriel ou un carnet de notes. Une attitude qui croit en l'avenir de tout élève. Ça, je crois avoir repris des éléments permanents. Mais, vous fêtez vos 10 ans. Je reprends votre question, Bruno. Pour les 10 ans à venir, c'est pour me sortir du piège de l'ancien combattant. Ça va? Non, ne fatigue pas trop, vous pourrez tenir encore 5-10 minutes. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire que l'accélération des mutations sociales, économiques, éthiques explique l'accélération des changements de génération d'élèves. Vous savez bien, ça va de plus en plus vite. C'est bien ça, non? Quand on est au contact direct au quotidien avec des élèves, moi j'entends ça partout où je passe. Et y compris chez de jeunes enseignants qui disent, mais quand on se retourne, pas plus que 3-4 ans après, on n'a plus affaire aux mêmes élèves. Ne serait-ce qu'en termes d'habillement, de vocabulaire, de réactivité à un reproche, etc. Et les enseignants en général ajoutent très vite, et on assiste à l'accélération du changement de génération de parents d'élèves. C'est bien ça, non? Et à mon avis, ça va continuer de s'accélérer dans les années qui viennent. Alors, par exemple, en formation continue, ça n'a jamais été le cas, mais on pourra de moins en moins se contenter d'une révision tous les 10 000 kilomètres. Il faudra essayer de penser autrement. Vous le savez bien, nous sommes au seuil, on n'a pas encore tout vu, loin de là, nous sommes au seuil de forte remise en cause des méthodes pédagogiques et éducatives, et j'observe que d'autres institutions y travaillent beaucoup. Pendant le dernier week-end Pont de l'Ascension, j'étais à Jonqueville avec les scouts et guides de France, parce que je me suis retrouvé dans une commission qui a travaillé 2 ans. Le titre signifie l'objet, CAP 2025, pour dire quel sera le scoutisme en 2025. Et comment on sent déjà là, ce qui pourtant n'est pas encore. Bref, je ne vais pas trop vous compliquer l'esprit à 8h moins 20 le soir, hein, mais il y a de ça. Il y a les germes
de ce qui va se produire, y compris dans notre monde éducatif, encore faut-il savoir les discerner. Je lisais dans la Croix de samedi-dimanche dernier, quelle Église en France en 2024 ? Oui, 2025, 2024, vous m'avez dit, pour les 10 ans qui viennent, j'y suis. Bien entendu, là, on pourrait sortir des gros bateaux, je vous en ferai grâce. Mais, quand même, trois petits points que je ne peux pas taire quand on se dit quelles évolutions de la formation. Cela a également été évoqué tout à l'heure. Le choc numérique. Je ne suis vraiment pas assez spécialiste pour trop en parler. Mais au-delà des questions de qu'est-ce que ça conditionne chez l'enfant, chez le jeune, des écrans, etc., je me dis, mais quelles conséquences anthropologiques qu'il nous faut traiter en formation initiale et continue. Quand je dis effet anthropologique, je lisais chez un spécialiste de la pédagogie par l'image, un frère des écoles chrétiennes, le frère Bernard Ricard, dans la dernière livraison de la revue des frères des écoles chrétiennes, j'ai trouvé intéressant, où il disait il nous faut transformer l'image narcissique donnée par les réseaux sociaux. Finalement, dit-il, la démarche des réseaux sociaux renvoie à soi. Il dit qu'il faut la transformer en démarche documentaire et essayer de passer de l'image de soi par les réseaux sociaux à une image de l'autre qui me questionne. Ah oui, là il y aurait peut-être déjà une bonne piste d'études en formation. Deuxième point que je ne peux pas taire. Les neurotechniques, les neurosciences, la science. Il se trouve que dans mes autres activités, maintenant, je suis à l'association des amis de l'hebdomadaire La Vie. Nous organisons une université d'été au mois de juillet prochain sur les effets des découvertes scientifiques et techniques à prévoir dans les 10 ans qui viennent. Ça m'a valu la bonne occasion de rencontrer des scientifiques pour préparer un peu, dont le père Thierry Magnard, recteur de la Catho de Lyon, peut-être qu'ils connaissent, théologien et scientifique. Quand vous discutez une heure avec quelqu'un comme lui ou avec d'autres, alors pour le coup, vous vous dites, on n'a encore rien vu. Quand, sans pouvoir préciser dans quel délai, on pourra sans doute créer génétiquement on ne sait même pas comment les appeler, on va dire des vivants, qui ne seront ni des végétaux, ni des animaux, ni des hommes, comment on reprendra ça en classe? Et apparemment, ce n'est pas si loin que ça. Les neurosciences. Vous avez peut-être lu l'ouvrage de Pascal Toscani, qui est une de celles qui défrichent ce terrain. On se dit, moi je vous l'avoue, je ne vais pas dire que ça me fait peur, parce que ça ne serait pas biblique. N'ayez pas peur. Mais ça me fait quand même quelque chose, c'est pas ce que dit Pascal Toscani, mais ce que j'ai pu lire ailleurs dans d'autres articles, qu'on a bien tort de vouloir faire des progrès à un élève par des travaux supplémentaires l'été, travailler sur son cerveau. C'est vrai que quand même, c'est plus qu'une évolution, c'est plus qu'un déplacement. Troisième élément, me semble-t-il, d'évolution dont doit tenir compte un centre de formation, tout ce qui aujourd'hui concerne la mondialisation, l'avenir de la planète. Je pense qu'il nous faudra de plus en plus relier connaissance, capacité, attitude qu'on doit trouver dans la démarche de formation avec l'environnement. C'est-à-dire, comment relier formation et écologie? Comment relier formation et développement durable? Comment relier formation et économie solidaire?
nous pouvons en être sûrs, ce sont des thèmes sociétaux qui vont faire de plus en plus irruption. Et nous pourrions évoquer l'évolution, entre guillemets, de questions éthiques. Évolution encore, à laquelle nous devons être attentifs. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a dit que les jeunes manquaient de repères. Hein, on l'a beaucoup entendu. Ce que je relève, c'est que pendant nos 7 ans de démarche d'assises, on a parlé de l'élève et on a parlé des adultes en parlant des relations entre les personnes. Moi-même, je me suis toujours dit, nous sommes tous là d'abord pour les jeunes qui sont dans nos établissements. Et depuis quelques années, je sens une évolution où, après une intervention, est-il encore possible d'éduquer? Quel regard sur... On me dit, oui, mais dites donc, c'est bien beau, tout ce que vous dites sur le regard sur l'élève. Il n'est pas rare d'entendre un professeur dire, et le regard sur moi. Alors, les premières fois, j'ai dit, oh, ils sont un peu égocentriques, mais je ne le répétais pas. Et puis, petit à petit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai essayé un peu de creuser la question. Et me trouvant en trop d'activité encore ces temps-ci aux apprentis d'Auteuil, j'ai questionné les responsables des apprentis d'Auteuil. Et ils me disent, mais aujourd'hui dans nos établissements, dites surtout, vous le savez, donc vous connaissez, hein, avec les jeunes que reçoivent les établissements des apprentis d'Auteuil, ceux qu'on ne veut plus nulle part. Ils disent, notre problème aujourd'hui, bien sûr que c'est les jeunes, attention, ne renverser pas totalement de l'autre côté. Mais notre problème, c'est les adultes. Je pourrais multiplier les exemples où on nous dit, eh bien tenez, même chez les Scouts et Guides de France, on nous dit, mais attendez, ça arrive, ça gonfle, on peut augmenter les effectifs. Le scoutisme connaît un grand succès aujourd'hui. Ça serait d'ailleurs intéressant à analyser par rapport à notre société et à l'éducation, y compris dans l'enseignement catholique. Mais on nous dit, notre problème aujourd'hui, non seulement c'est de trouver des chefs et des cheftaines, mais de trouver des chefs et des cheftaines, comment dire, bien dans leur peau. Cela veut dire que, et ça nous atteint aussi, je pense, chacun d'entre nous, que nous vivons dans un contexte qui, pour le moins, ébranle les repères, même ceux des adultes, et parfois qui se traduit par l'absence de repères. Or, des éducateurs pourront être éducateurs, c'est-à-dire proposer des repères aux jeunes, pas seulement dans le domaine de la connaissance, mais dans le domaine de la manière d'être et de vivre, que s'ils sont clairs avec eux-mêmes. Alors oui, souhaitons vraiment que la formation aide les adultes à retrouver, par exemple, ce qu'est l'autorité, s'il en est besoin, pour trouver le bon positionnement avec des jeunes, à retrouver, s'il en est besoin, ce qu'est l'éducation au sens de la durée, et besoin social évident, s'il en est besoin, à se redire que l'autre existe. Nous avons rappelé, et je conclus, à grands traits, le sens de la création de cet IFP. Nous avons rappelé, là aussi en effleurant, mais peut-être en disant quand même un peu l'essentiel, dans quel projet s'inscrit ce CFP et quelles compétences exige ce projet, compétences que l'IFP a déjà développées et développera encore. Nous avons porté notre regard, là aussi trop rapidement, sur les défis qui nous attendent. Finalement, nous avons résumé toute démarche de formation et toute démarche éducative. Transmettre en rappelant les racines. Donner du sens, préparer à accueillir les temps nouveaux. Les temps nouveaux, nous en reparlerons dans 10 ans. Pour l'heure, bon anniversaire.
comprends pourquoi Bruno Sébir a préféré faire le mot d'introduction que la conclusion, parce que parler après M. Mallard, ce n'est pas simple. D'abord, merci à vous, Paul, parce que les propos que vous tenez ce soir sont toujours d'actualité. Revenez dans 10 ans, ils seront toujours d'actualité. J'ai entendu votre plaisir de venir dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, aux supporters stéphanois que vous êtes, je voudrais vous rappeler que le LOSC a privé Saint-Étienne de la Ligue des Champions et que le meilleur public de France revient en Ligue 1 à travers le Racing Club de Lens. Raison de plus de prendre rendez-vous dans 10 ans. Je voudrais également vous adresser les excuses de François David, président de Formulis National, que j'avais contacté, qui serait bienvenu ce soir, mais qui est retenu à Brive pour des raisons familiales. Vous avez longtemps travaillé avec lui, donc il serait venu avec plaisir. Et il remercie également les gens de l'IFP, puisque vous ne savez peut-être pas tous, mais la fille de François devient enseignante à la rentrée prochaine, et elle était formée à l'IFP de Lille. Voilà. Je voudrais également remercier mes prédécesseurs, Paul, Claire et Jean-Marc. Jean-Marc, je t'ai dit l'autre jour, si on avait fêté les 8 ans et demi de l'IFP, tu serais là. Voilà, on fête les 10 ans, c'est moi. Mais j'ai pas plus de légitimité que toi pour être ici, donc merci à ceux qui ont accepté à une époque un peu plus difficile de présider à l'IFP. L'enfant a 10 ans, l'adolescent, la jeunesse était tumultueuse, l'adolescence sera sans doute paisible, plus paisible. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été les acteurs de ce projet IFP, ceux qui sont à la création, ceux qui sont aujourd'hui en poste et ceux qui seront l'avenir de l'IFP, notamment les administrateurs, et qui je rappelle que tout à l'heure, dans l'Assemblée Générale extraordinaire, on a prévu que si vous n'assistiez pas au conseil d'administration, vous pouviez y avoir des ennuis avec le président. Je voudrais avoir une petite pensée dans un projet comme celui que nous avons décrit ce soir, en disant finalement, on a l'impression que les choses vont lentement, mais les choses ont été très vite. Et je voudrais avoir une petite pensée pour ceux qui ont éventuellement été oubliés sur le chemin de ce projet. On sait que dans toute dynamique de projet, il y a des gens qui prennent le chemin et qu'il y a des gens qui restent parfois sur le côté. Donc je voudrais dire à ces gens-là, et s'ils ne sont pas présents, vous pouvez leur dire de la part des administrateurs du conseil d'administration de l'IFP que nous nous excusons si nous avons blessé telle ou telle personne dans une construction souvent rapide. Je voudrais également remercier l'équipe organisatrice. Alors je vais les citer en espérant n'oublier personne, puisque la liste m'a été faite par Bruno Sébir, ce qui veut dire que si je me trompe, c'est pas grave. Vous allez voir à la fin, il y a un mot important à la fin. Donc Claude Dewer, qu'on a cité ce soir, Emmanuel Tévin ici présent, Estelle Cauchy, administratrice actuellement, Pascal Lefebvre, administrateur, Marie-Christine Leroy, Dominique Duprier, Nathalie Delpiro, Florence de Brouvel, Christine Fermot, et l'équipe d'Arras, donc Brigitte Nasser, Dominique Leblond, Blandine Keldery et Marie-Edith Oberto. Et après, il y a marqué « et moi ». Donc moi, c'est toi. Et donc également Bruno Sébir. Je voulais vous dire de ne pas oublier que nous allons faire une belle photo officielle dans quelques minutes pour ceux qui sont aujourd'hui les acteurs et ceux qui étaient les acteurs d'il y a 10 ans. Donc il faudra... Alors vous avez vu tout à l'heure, c'était très drôle, hein, on peut voir à quelle vitesse on évolue. Hein. Je ne me moquerai de personne. Il y a 10 ans, je venais juste de revenir dans la région, donc j'étais pas sur la photo. Dans 10 ans, j'interdis à tout le monde aussi de faire des commentaires sur ce sujet. Voilà, en tout cas, je voulais vous dire, comme l'a dit Paul à l'instant, bon anniversaire à l'IFP. Et alors, je connaissais la chanson d'Yves Duteil, et moi je voulais simplement terminer par une chanson encore moins connue que la chanson d'Yves Duteil, qui est de Patrick Bruel et qui dit et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Ce qui est agréable, c'est de travailler en confiance avec son président, comme vous l'avez bien évidemment compris ce soir. On ne va pas être très long. Vous avez un certain nombre de personnes sur cette photo. Ceux présents dans la salle, on vous invite. Mais on invite également les personnes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration, les personnes qui sont à la direction diocésaine, direction de l'IFP, et puis éventuellement ceux qui seraient dans les années transitoires de cette photo de 2004 et de cet anniversaire de 2010, et qui éventuellement ont eu aussi des responsabilités, que ce soit à la présidence ou que ce soit éventuellement à la direction. En tout cas, on vous invite pour une photo très rapide. Rendez-vous à la salle Montaigne, celle qui est juste en dessous, où nous aurons le plaisir de discuter tous ensemble. Merci à tous.